Flash Info, bienvenue dans votre chaîne d'information en continu, VYV/24. Ce matin, quelle ne fut pas la stupeur des habitants de la ville de Rennes en Bretagne de découvrir qu'un cachalot s'est échoué sur les bords de la Vilaine, le fleuve qui traverse la ville. C'est la stupéfaction à Rennes où l'on vient de découvrir au bord de la Vilaine ce cétacé vivant d'ordinaire dans les profondeurs marines. L'animal aurait été désorienté par les perturbations du champ électromagnétique du pôle Nord dû au réchauffement climatique. L'entreprise Petit Navire s'est déjà portée acquéreuse de la carcasse pour, je cite, concocter de délicieux hachis de baleine sauce bretonne. Passons maintenant à l'actualité internationale, et moi aux États-Unis après les révélations fracassantes de Donald Trump qui a avoué avoir des relations intimes avec un canard. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de Vas-y voir. Bon allez, avouez, dites-le, vous y avez cru au coup du cachalot. En fait, c'est un canular qui a été monté par un collectif d'artistes qui s'appelle Captain Boomer dans le cadre du festival d'art de rue qui se passe tous les ans à Rennes et qui s'appelle Les Tombées de la Nuit. Mais qu'est-ce que c'est que le canular ? Eh bien le canular, c'est un genre de farce bien ficelée qui cherche à vous tromper et parfois à vous tourner en ridicule. Eh bien, les artistes, comme Bart Simpson, s'amusent aussi parfois à jouer aux têtes à claques. Allô, est-ce que Al est là? Al? Oui, Al, nom de famille, Colique. Très bien, une seconde. Téléphone pour Al. Alcoolique. Est-ce qu'il y a un alcoolique ici? Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ces artistes qui s'amusent à jouer les petits marrants plutôt qu'à se prendre au sérieux pour faire de l'art? Oui, pourquoi c'est drôle? Un décalage... Et oui, pourquoi s'applique-t-il à tourner en dérision les codes des milieux artistiques et à tromper leurs spectateurs? Et comme c'est l'été et qu'on a tous envie de se détendre un petit peu, je vous propose de vous relaxer, de vous installer confortablement, de vous servir une bonne boisson fraîche, merci, et de me laisser vous raconter quelques histoires de canulars artistiques, histoire de titiller un petit peu votre curiosité. Ah, c'est frais. Si le canular du collectif d'artistes Captain Boomer est utilisé pour faire prendre conscience aux spectateurs des réalités écologiques de notre époque, mais aussi pour développer leur esprit critique, vous comprenez bien que le but d'un canular n'est donc pas forcément de vous jouer un mauvais tour. L'objectif d'un canular peut être alors de vous permettre une certaine prise de distance pour mieux réfléchir à un problème. L'un des artistes qui s'est rendu maître dans ce domaine, c'est le photographe catalan Joan Fontcuberta. Derrière ses airs de gros nounours sympathiques, Fontcuberta est un des artistes les plus intéressants de ces dernières années, qui développe une pratique artistique et une réflexion à la portée de tout le monde. Son œuvre s'intéresse à la crédulité du spectateur, à ce que nous sommes prêts à croire selon certaines conditions. En 1993, il réalise pour le château de Waron une installation intitulée Le Cocatrix. Cette œuvre nous expose les preuves de la découverte d'un animal extraordinaire dans les douves du château, mi-porc, mi-pieuvre, appelé le Cocatrix. Pour ce faire, l'installation prend la forme d'un cabinet de curiosités. Les cabinets de curiosités, ou cabinets d'amateurs, sont apparus à la Renaissance et sont en quelque sorte les ancêtres de nos musées actuels. On y trouvait toutes sortes d'objets, artistiques et scientifiques, ainsi que des échantillons de roches, de plantes et d'animaux naturalisés. Posséder un tel cabinet était à l'époque le signe de son érudition, un peu comme les gens qui écoutent France Culture aujourd'hui. Fontcuberta s'inspire donc du cabinet de curiosité pour réaliser son installation intitulée Le Cocatrix. Le spectateur se retrouve alors dans une pièce où il doit interpréter différents documents mis en scène les uns par rapport aux autres. Des bocaux contenant des viscères, un enregistrement sonore qui nous montre le soi-disant cri d'un animal, quelques photographies, quelques dessins, croquis, extraits de journaux. L'objectif est donc de placer le spectateur dans la peau d'un détective qui va devoir interpréter les différents documents les uns par rapport aux autres pour ainsi bâtir une fiction. Fontcuberta reproduira le procédé à travers d'autres œuvres faites pour tromper le spectateur, comme dans sa série Fauna, qui présente des photographies et de véritables animaux naturalisés découverts par des scientifiques mystérieusement disparus.
Ces animaux chimériques sont rendus plus vrais que nature, et sont accompagnés de documents attestant de leur découverte. Nous ne sommes pas loin de la cryptozoologie, cette pseudo-science qui consiste à découvrir ou à infirmer l'existence de créatures légendaires telles que le monstre du Loch Ness, le Yéti ou le cerveau de Nadine Morano. Dans la même veine que Fauna, Fontcuberta a réalisé une série de vrais faux fossiles censés prouver l'existence du chaînon manquant entre l'homme et le poisson, les hydropithèques. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Réalisée dans le cadre du Viapac, cette route de l'art contemporain qui relie les villes de Digne-les-Bains en France à Caraglio en Italie, les hydropithèques de Fontcuberta se trouvent directement sur des sentiers de montagne empruntés par les randonneurs. Hors de tout contexte muséal, ces œuvres ont donc de quoi surprendre les spectateurs involontaires qui les découvrent, et le canular sera alors total pour les plus crédules. L'œuvre de Fontcuberta, que ce soit le Cocatrix, Fauna ou les hydropithèques, ne se résume donc pas à un seul élément, mais à un ensemble d'objets et de documents, faux ou véritables, qui fonctionnent en interaction au sein d'une mise en scène. Et ce qui est troublant ici, c'est que Fontcuberta trouble notre perception de ce qui est vrai ou faux. Tout est fait pour que nous y croyions, pour que ça ait l'air vraisemblable. La présentation pseudo-scientifique et muséale confère au canular toute l'apparence de la vérité. L'artiste nous montre donc à quel point notre crédulité est facile à obtenir lorsque le mensonge adopte les codes du discours rationnel pour mieux nous tromper. Très beau travail. Merci, monsieur le ministre. De toute façon, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien ce matériel. Il y a longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. Les œuvres canulars de Fontcuberta sont donc autant de mises en garde faites aux spectateurs face à l'apparente véracité des images. Car si saint Thomas ne croit que ce qu'il voit, saint Fontcuberta, lui, s'en méfie. Et à l'heure de la manipulation généralisée des images, il me paraît essentiel de s'en méfier. Car sous l'apparence de la vérité et d'un discours journalistique ou scientifique, les images ont parfois tendance à étouffer votre esprit critique pour mieux vous vendre certaines idées ou certains produits. Difficile. Avant Fontcuberta, d'autres artistes ont utilisé le canular pour tromper les spectateurs incrédules et pour discréditer le monde de l'art, mais aussi pour le révolutionner. C'est le printemps à Paris. Depuis un mois, la capitale a de faux airs de Venise. La Seine a eu la bonne idée de sortir de son lit pour emmerder les Parisiens. Nous sommes en 1910, et le Salon des Indépendants ouvre ses portes comme chaque année depuis 26 ans. Ce fameux salon, sans jury ni récompense, a vocation à présenter les œuvres d'artistes qui n'ont pas encore trouvé leur place dans les galeries et les musées traditionnels, et à les soumettre directement au jugement du public qui se presse pour découvrir les dernières nouveautés artistiques. En ce début de XXe siècle, il est le refuge des avant-gardistes de l'époque, héritiers de l'impressionnisme et du fauvisme et autres précurseurs du cubisme. Mais cette année-là, une œuvre en particulier va défrayer la chronique, une huile sur toile aux couleurs vives et évocatrices, intitulée « Coucher de soleil sur l'Adriatique ». On y voit un paysage marin baigné des lumières d'un soleil mourant. Couleurs froides et couleurs chaudes se mêlent, le ciel orangé semble se diluer dans un calme océan bleu et vert. Les larges traces de peinture témoignent de la gestuelle appuyée du peintre. En bas à droite, une signature bien visible nous donne un indice sur l'identité du peintre. Il s'agirait d'un certain Joachim Raphael Boronali, jeune peintre italien inconnu du public. Et cet illustre inconnu publie même dans les journaux son manifeste de l'excessivisme, s'autoproclamant ainsi chef de file d'un nouveau mouvement pictural.
Hola, grands peintres excessifs mes frères, hola, pinceaux sublimes et rénovateurs, brisons les ancestrales palettes et posons les grands principes de la peinture de demain. Sa formule est l'excessivisme, l'excès en tout est un défaut, a dit un âne. Tout au contraire, nous proclamons que l'excès en tout est une force, la seule force. Ravageons les musées absurdes, piétinons les routines infâmes, vive l'écarlate, le pourpre, les gemmes coruscantes, tous ces tons qui tourbillonnent et se superposent, reflet véritable du sublime prisme solaire, vive l'excès, tout notre sang à flot pour recolorer les aurores malades, réchauffons l'art dans l'étreinte de nos bras fumants. Mais qui est donc ce jeune peintre italien qui veut révolutionner la peinture? Bien vite, le mystère est résolu. Il ne s'agit de rien de moins qu'une supercherie potache et le peintre n'est personne d'autre qu'un âne. En effet, l'écrivain et journaliste Roland Dorgelès révèle au journal L'Illustration que le fameux tableau a été peint par l'âne Lolo, dont le propriétaire n'est autre que le père Frédé, tenancier du cabaret Le Lapin Agile, célèbre repère d'artistes parisiens situé à Montmartre. Dorgelès présente des preuves de son canular, une photographie montrant l'âne au travail, un pinceau fixé à la queue, badigeonnant joyeusement la toile. Derrière l'animal, une bande de sacrés fanfarons masqués trinquent à leur bonne farce. Et en prime, Dorgelès montre au journal un constat d'huissier authentifiant la réalisation de la toile par l'âne Lolo. À travers ce canular, Roland Dorgelès et ses compagnons se font critique acerbe de l'art avant-gardiste de leur époque en montrant, je cite, aux niais, aux incapables et aux vaniteux qui encombrent une grande partie du salon des indépendants que l'œuvre d'un âne brossé à grands coups de queue n'est pas déplacée parmi leurs œuvres. L'idée de Roland Dorgelès sera reprise en 1964 par le journaliste Åke Axelsson qui travaillait pour le tabloïd suédois Göteborgs-Tidningen. Merci d'excuser mon accent viking des plus déplorables. Ce dernier eut l'idée de piéger la critique en présentant lors d'une exposition les toiles d'un peintre français inconnu, un certain Pierre Brassot. Les œuvres du français sont assez bien reçues. Un critique, du nom de Rolf Anderberg, écrira « Ses coups de pinceau se tordent avec une furieuse méticulosité. Pierre est un artiste qui joue avec la délicatesse d'un danseur de ballet. » Le gars avait du nez, car Pierre Brassot était en réalité un chimpanzé, nommé Peter, vivant au Borås Youth Park, un zoo suédois. Une fois le canular révélé, la critique ne se démonta pas et déclara que les peintures de Peter, alias Pierre Brassot, étaient toujours les meilleures de l'exposition. Le canular, bien loin de se résumer à une blague d'ado, a donc une vertu critique. Il instaure une fiction et permet de prendre une prise de distance par rapport aux attentes des spectateurs ou aux attendus des institutions. Regardez celle-là. C'est moi qui l'ai faite. Regardez si c'est joli. Elles sont invendables. C'est justement pour ça que je veux vous les vendre. They're awful. Comment que ça dit? Mais elles sont affreuses. Ah non, non, elles sont pas affreuses. Elles sont horribles. Elles sont hideuses. Ça, je peux plus les voir. Parfois, la critique est telle que le canular permet même de redéfinir ce qu'est la notion d'art elle-même. C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Marcel Duchamp est sans aucun doute l'un des artistes les plus emblématiques du XXe siècle. Il a littéralement révolutionné le concept d'œuvre d'art. Je me rappelle d'un de mes profs d'art plastique au lycée qui m'avait dit un jour « Marcel Duchamp, c'est le père à tuer de l'art contemporain ». Et il avait raison. Duchamp, c'est un peu la figure tutélaire de tous les courants artistiques de la seconde moitié du XXe siècle. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'il a inventé une nouvelle façon de produire des œuvres, et surtout, une nouvelle manière d'être un artiste. Je ne vais pas m'attarder sur sa biographie, car il y aurait beaucoup à en dire, et je ne voudrais pas m'écarter de notre thématique. Mais je vous invite à faire des recherches sur cet artiste inclassifiable, et vous constaterez que son héritage intellectuel et artistique est tel qu'on pourrait le qualifier, comme le fit André Breton, d'homme le plus intelligent du siècle. De mon côté, je vais plutôt me contenter de vous parler d'une de ses œuvres les plus emblématiques, Fontaine. Fontaine, c'est un ready-made, comme le disait Marcel Duchamp. Et qu'est-ce que c'est un ready-made? Marcel, tu m'aides s'il te plaît? Oui, ça veut dire tout fait, ça veut dire comme les vêtements de confection, ça veut dire. Alors, je suis simplement arrivé à une conclusion il y a assez longtemps, puisque on diminue, il y a toujours quelque chose de tout fait dans un tableau. Vous ne faites pas les brosses, vous ne faites pas les couleurs, vous ne faites pas la toile.
Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au ready-made. Vous comprenez? Il n'y a plus rien qui soit fait. C'est tout fait. Ce qu'on fait simplement, c'est que je signe simplement pour que ce soit moi qui les ai faits. Comprenez-vous? Simplement, j'arrête là, c'est tout, c'est fini. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette œuvre, oui, il s'agit bien d'un urinoir. Là où les garçons vont faire pipi. Sans en foutre partout et se faire engueuler après. Un urinoir, quoi. Donc, tout commence en 1917 à New York. Marcel Duchamp est membre directeur de la Société des artistes indépendants de New York. Le but de cette société était de permettre à n'importe quel artiste d'exposer librement, sans sélection, ni jury, ni récompense. C'est alors que Marcel, brin provocateur, décide de tester l'ouverture d'esprit de ses compagnons et de la Société des artistes indépendants. Il envoie donc un urinoir en porcelaine, retourné et signé du pseudonyme de R. Mutt en guise de sculpture pour être exposé. Et comme il s'y attendait, ça ne passe pas. Contrairement à leurs engagements, les membres de la Société des artistes indépendants se réunissent la veille de l'exposition et décident de ne pas exposer la sculpture de Richard Mutt, estimant, je cite, que sa place n'est pas dans une exposition d'art et que ce n'est pas une œuvre d'art, selon quelque définition que ce soit. La plaisanterie de Marcel ne fait pas sourire tout le monde. Bon bah vous pourriez faire un effort aussi. Vous êtes vraiment pas bon public. Non mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. L'urinoir est ainsi jugé immoral et vulgaire. Ses détracteurs ne lui reconnaissent pas le statut d'œuvre, et tout juste celui de pièce commerciale ressortissant à l'art du plombier. Salut, Roger Fournier, je suis plombier. Ouais, pis qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, là, que tu sois plombier? Apprenant ce refus, Duchamp démissionne aussitôt du comité directeur de la Société des artistes. L'œuvre restera dissimulée derrière une cloison toute la durée de l'exposition, ignorée des spectateurs. Fountaine va ensuite disparaître, et la seule trace qui nous est parvenue de l'œuvre originale sera une photographie prise par Alfred Stieglitz. Plus tard, Duchamp réalisera des copies, et ce sont elles qu'on peut voir aujourd'hui dans certains musées d'art moderne. Alors, au-delà de l'aspect provocateur du travail de Marcel Duchamp, il faut y voir une critique plus radicale et plus pointue sur ce qu'est un objet d'art. L'œuvre n'étant plus un artefact fabriqué de la main de l'artiste, mais un objet manufacturé, la distinction entre œuvre et objet est impossible, à moins que ce soit le contexte d'un objet qui le transforme en œuvre. Et c'est bien ce que va démontrer Duchamp, puisque Fountaine va être introduite dans le cercle de l'art et mise en scène à travers photographie et texte. C'est donc bien la fiction construite autour de cet objet, son introduction dans un milieu consacré à l'art, ainsi que son mode de présentation, socle, titre, signature, qui lui confère finalement le statut d'œuvre. Et là, attention, je vais pousser l'analyse un petit peu plus dans le conceptuel, alors n'hésitez pas à éloigner les enfants de l'écran. L'œuvre n'est donc pas l'objet en tant que tel, mais la démarche provocatrice de Marcel Duchamp. Autrement dit, c'est le processus conceptuel qui se sert de l'institution artistique pour la remettre en cause qui fait œuvre. Fountaine fonctionne à travers un ensemble de documents qui se révèlent être un système donateur de sens, c'est-à-dire que ces documents construisent une mythologie de l'œuvre. Par les documents, on fabrique une conception d'ensemble, reliant chaque document aux autres et gravitant autour de la figure de l'urinoir, autant que celle de l'artiste. Duchamp joue avec ce que Foucault appelle la tradition et l'oubli, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les règles du milieu artistique pour mieux les remettre en question, il s'en libère et adopte une posture d'avant-gardiste. Duchamp est donc un fucking révolutionnaire qui dynamite l'art à grands coups de pissotière. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Le canular est donc un jeu qui sape les présupposés du monde de l'art. On peut alors qualifier ça de fumisterie, en considérant l'auteur du canular comme insincère et manquant de sérieux. Et oui, il trompe son public en falsifiant la réalité. Les notions d'authenticité et de sincérité, l'artiste étant censé se livrer corps et âme dans son art, se voient bousculées au profit de la mise en scène et du travestissement. Monter un canular artistique, c'est donc bouleverser les frontières communément admises entre ce qui est considéré comme de l'art et ce qui ne l'est pas. Mais c'est aussi mettre en avant et parfois tourner en ridicule les sphères et les mécanismes du milieu de l'art lui-même, tout en critiquant la légitimité de celui qui est considéré comme étant apte à juger l'art.
Enfin, n'oublions pas qu'il y a une dimension ludique là-dedans. L'idée, c'est bien sûr de faire réfléchir, mais aussi de faire rire. C'est le but du canular. Vous provoquer, vous émouvoir, bref, ne pas laisser le spectateur indifférent. En fait, le canular, c'est un peu la farce d'un adolescent insolent qui permet de mettre en marche notre bonne vieille machine à délirer, trop souvent grippée.